Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Changer son mindset et accepter que la qualité qu'on délivre, elle n'est pas toujours au top, mais par contre, ce qui doit être le driver, c'est la vitesse. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Garcia, le cofondateur et président de la société Lilm. Anthony, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc je suis entrepreneur, j'ai lancé le projet Lilm depuis maintenant 4 ans. Avant ça, j'ai travaillé en agence de communication entre Grenoble, Bruxelles et Genève. Donc communication digitale pour des grands comptes à l'international. Et avant ça, j'ai fait des études entre l'informatique et la communication. Salut Anthony. Salut. J'ai une question à te poser. Pourquoi Anthony ? D'où vient ton prénom ? Très bonne question, personne ne me l'a jamais posée. Mon grand-père s'appelait Antonio Garcia, donc en portugais Antonio Garcia. Et ma mère ne voulait pas me donner de deuxième prénom pour la petite histoire. Donc elle a trouvé le bon compromis entre Anthony, qui avait une consonance à l'époque un peu italienne, ma mère étant italienne, mon père portugais. Donc c'était le bon compromis et ça faisait plaisir au grand-père. T'avais quel caractère quand t'étais jeune ? Insolent. D'accord. Ma mère, elle parle de tous les mots en « an », donc chiant, insolent. Voilà, j'avais un gros problème avec l'autorité, on va dire ça comme ça. Ça s'est reflété dans ta scolarité ? Bon, ça s'est reflété dans toute ma vie jusqu'à maintenant, je pense. Je pense que ça a été tout à l'heure, on parlera de trigger, mais là, c'était un driver. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de rebondir dans des coups un peu durs de la vie. J'ai une fille à 17 ans, par exemple. Quand on a une fille à 17 ans, qu'on est en train de passer le bac, le permis, et qu'on avait prévu d'aller en école d'ingénieur, et que l'école d'ingénieur se dissout comme ça, sous nos yeux, au fur et à mesure des mois, parce que les notes ne suivent pas, il faut rebondir, ouais. Le petit Anthony, il rêve de quoi quand il est gamin ? C'est que t'avais un truc, t'avais déjà un objectif, J'avais une attirance très tôt pour la robotique, l'informatique, pour toutes ces choses qui finissent en hic, qui étaient liées à la technologique, et qui apportaient du changement majeur, et qui étaient certainement liées aussi à des lectures peut-être un peu fantastiques, mais j'adorais en fait cet univers de l'informatique et de la robotique. C'était à l'époque, quand j'étais au collège, donc dans les années 97 à 2000, c'était pour moi le futur, quoi. C'était ce qui symbolisait le futur. T'as des noms qui t'ont inspiré à ce moment-là ? T'avais des références ? T'avais des modèles ? Pas vraiment. J'avais pas vraiment en fait de connaissances à l'époque des stars, Bill Gates, Steve Jobs. C'était pas encore on va dire des noms qui me venaient. C'était plutôt l'univers en soi en fait qui m'attirait. Donc je rêvais de ça, et puis je rêvais aussi de tout ce qui était planète. J'étais un fan d'astronomie. J'avais mon pauvre, je ne sais même plus comment on appelle ça, mon pauvre télescope qui était planté dans ma chambre pendant 2-3 ans comme ça. Voilà, c'était l'univers et l'informatique. Donc si on revient à Jacadi, toi tu dirais Anthony que t'étais quoi ? T'étais positif, t'étais pragmatique, t'étais persuasif ou aucun des trois à cette époque de ta vie ? Pragmatique, je pense. T'étais pragmatique déjà ? Ouais. Les pieds sur terre alors que tu pensais aux étoiles ? Au collège, j'étais donc à Sassenage, près de Grenoble. J'étais en 5e, je m'étais acheté un graveur de CD.
Donc je sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais quand moi je l'ai connu, c'était la révolution, quoi. On pouvait copier des disques, donc il y en avait un qui l'achetait et tout le monde pouvait l'avoir. Mais c'est surtout que j'ai créé un petit business avec ça et en 5e, j'ai commencé à faire des compiles pour les filles de ma classe. J'ai commencé à être connu comme celui qui pouvait faire des compiles. Tu es devenu le Napster français, en fait, c'est ça? Là, j'étais le bras armé du Napster sur les collèges en France, enfin sur notre collège. Et ce qui était très drôle, c'est qu'un jour, ça c'était en 4e, j'étais déjà un petit peu connu comme celui qui faisait des CD, mais à partir d'un moment, il y en avait de plus en plus, et des graveurs. Et donc, les Sims, une version des Sims est arrivée. Une fille de ma classe l'a acheté. Tout le monde a essayé de le graver, ils n'y arrivaient pas. Et du coup, il est revenu dans mes mains en me disant essaye. Et je n'étais pas un hacker à l'époque, hein, pas du tout, je ne l'ai jamais été, mais j'ai réussi à le craquer et je l'ai vendu à l'époque 50 francs. 50 francs le CD, je ne sais pas si ça vous fait un. Mais c'était énorme parce que d'habitude, mon prix moyen c'était plutôt 20, 25, 30. Et là, j'ai pété le game et j'en ai vendu, je sais pas, une dizaine, une quinzaine. Et tout le monde le voulait, en fait, les autres classes, les filles des autres classes le voulaient. Donc c'était marrant. T'as jamais croisé la police, non, à ce moment? Non, j'étais trop petit pour ça, j'étais discret. Et puis en fait, j'ai commencé pour m'amuser, on va dire, et c'est vite devenu un business. Et puis bah voilà, quand tout le monde avait des graveurs, ça s'est un peu terminé. Mais... On m'a dit que quand tu étais en BTS, tu as essayé de monter une boîte qui n'a pas fonctionné. Ouais, alors c'était pendant la licence, juste après le BTS. J'ai essayé avec mon associé Michael Gros, qui est mon associé sur l'ILM, on s'est mis dans un projet. 2007, on était parti sur un réseau social pour enfants. Donc c'est le moment où en fait Facebook démarre en fait. Facebook commence à avoir de l'ampleur aux États-Unis. On commence à le voir arriver et on voit en fait ce truc-là en se disant waouh, il y a quelque chose à faire pour les enfants. On se fait un peu couper l'herbe sous le pied parce qu'on a mal benchmarké le projet, on est concurrents. Et pendant notre phase de travail, de conception, on voit que Disney rachète un réseau social pour enfants. À l'époque, les sommes étaient astronomiques. Et donc là, on se dit qu'on avait une idée plutôt intéressante, mais disons que on avait mal benchmarké, on était jeunes et on ne savait pas faire, quoi. Donc ça nous a pas mal appris, mais c'était une histoire hyper intéressante. Et surtout, ça nous a montré avec mon associé qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et donc 10 ans après, on se retrouve pour l'ILM. Donc le no-go de l'époque, c'était la bonne décision pragmatique à prendre. Pas de regret, pas de... Aucun regret, ouais. On ne se rendait pas compte de l'ampleur de ce que ça pouvait être. Clairement, il n'y a pas eu de Jacadi à ce moment-là. Non. Pas de Jacadi. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir aussi ne pas dire Jacadi, c'est hyper intéressant. C'est de se dire, voilà, là j'ai avancé 3 mois de travail, il y a une société qui vient de vendre à Disney, c'est qu'on a complètement raté le benchmark en fait. Donc aucun regret et on avance. Dis-moi, comment se sont passées tes années à l'université de Grenoble-Alpes? Je vois que tu as un master digital en com et tes bachelor éditorial webmaster. Ça se passe comment ces années-là? Bien? Ce moment-là, c'est la période durant laquelle je trouve ma voie. C'est-à-dire que je vais en BTS informatique parce que mon rêve, c'était l'informatique, mais je me rends compte très vite que l'algo, ça ne me plaît pas. Je comprends, mais j'aime pas en faire. Je comprends surtout que ce qui m'intéresse, c'est plutôt les questions économiques, la communication qui va autour des projets, et donc l'écriture aussi. Et je fais une transition sur une licence, et après je suis pris en master communication digitale, on peut l'appeler comme ça maintenant. Et à ce moment-là, c'est un petit peu la révélation, c'est là où je m'éclate. J'ai beaucoup de facilité en fait parce que tout vient naturellement, alors que j'ai passé des années à galérer. J'ai eu mon bac. J'ai 8-12, donc rattrapage, avec presque quasiment 100 points à rattraper, le truc impossible. Mon prof de français avait convoqué ma mère pour faire une intervention et lui dire « Anthony, il va rater, quoi. » C'est écrit, les notes le disent, quoi. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en fait, comme un porc avec un pote, Joe, on s'est dit en fait, on va tous les jours à la bibliothèque. On n'arrête pas. On passe le bac, le quasi lendemain, on était à la bibliothèque pour continuer de réviser. On savait qu'on avait du retard, on a mesuré le retard au moment du bac blanc, et là on se dit on doit
On n'a pas le choix en fait. Donc les autres passent les épreuves, ils sortent des épreuves, ils sont contents ou pas contents. Moi j'ai une classe où il y a eu quand même 7 mentions très bien, donc ils sont jamais contents, mais à la fin ils ont mention très bien. Donc j'avais cette classe de personnes qui étaient hyper performantes dans les études. J'étais en spé physique, les gens ont réussi à avoir des mentions très bien, enfin en bac S quoi. Donc moi j'arrive avec mon bac à 8. Et là c'est pareil, c'est la résilience, on en parlera plus tard, c'est de se dire il faut rien lâcher quoi. Et j'ai passé mon temps à réviser jusqu'à la dernière épreuve et c'est passé. Donc quand j'arrive en fait pendant mes années universitaires et que je commence à avoir des notes intéressantes et je commence à avoir de la facilité, là je suis vraiment dans mon élément quoi. Ce qui a permis aussi je pense d'apprendre beaucoup plus vite sur tout l'univers connexe au digital, les startups, etc. Je m'intéressais beaucoup à ça. Tu retiens quoi de ta période à Altran quand tu es digital marketing consultant, si tu devais retenir un truc de cette période? Ce que je retiens, c'est qu'Altran, en fait, pour moi, ça a été un tremplin. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai utilisé la carte Altran comme il fallait. En fait, Altran, je m'en foutais un peu. C'est du body shopping, Altran. Ce que je voulais, c'était rentrer chez Imakina. Imakina, c'était le premier choix. Donc, je passe mon entretien en fait, à Bruxelles et le gars me dit en fait, tu vas passer le deuxième entretien. Ok, cool. Ok, tu vas passer le troisième entretien. Et en fait, à 14h, le responsable du service me tend le contrat. Donc, ils avaient imprimé le contrat. Et là, ils me font un coup, en fait. C'est-à-dire qu'ils me font venir pour un entretien. Et en fait, j'en fais 3. Et en fait, je suis prêt à signer, quoi. Et en fait, je signe. Et à ce moment-là, je leur dis la seule condition, c'est que je ne vais pas aller chez Belgacom, qui est le France Télécom belge. Je vais aller chez Imakina, quoi. Et donc, si vous me faites, si en gros, je ne vais pas chez Imakina, je ne prendrai pas le poste, quoi. Et en fait, il y avait une dernière étape qui était d'aller chez Imakina et quand même de les convaincre que mon profil était le bon, quoi. Et ça s'est super bien passé aussi. Ouais, donc, Mais là, du coup, tu es vachement Jacadi, du coup. Toute ouais. la partie conviction et compagnie, tu es persuasif à ce moment-là. Ouais, complètement. Je sais exactement ce que je veux, ouais. Ce que je voulais, c'était aller en agence de communication. J'avais déjà fait une première étape en agence à Grenoble. Et en fait, c'était une petite agence qui m'a été... j'avais un rôle hyper intéressant. J'étais à la fois sur des pitchs et à la fois sur de la gestion de projet. Et ce que je voulais, c'était vraiment passer à l'étape supérieure. Et Altran, ça a été un tremplin. Donc je crache pas dessus. Mais sinon, Altran en soi, c'est... à l'époque, en Belgique, c'était plutôt du body shopping. Et donc, ils plaçaient des gens. Et voilà, j'ai utilisé ça comme une porte d'entrée. On continue la discussion. Anthony, il est grand temps que tu me parles de Berlin et de Regioneo. Dis-moi. Pendant mes études, j'ai un ami, Jean-Baptiste, qui me dit là, on a le Web 2.0 à Berlin. Donc déjà, le nom Web 2.0, ça date un peu. Et donc je crois qu'on est en 2007 et c'est la grande messe à Berlin, comme on peut avoir aujourd'hui à Lisbonne avec le Web Summit. Là, on arrive dans un événement immense et il y a plein de startups qui exposent, dont Wikio, qui était à l'époque cofondé par Pierre Chapaz, qui avait créé Quelcou. C'était une petite star parce que moi, venant de Grenoble, voilà, j'avais ce nom en tête. Bon, finalement, il a créé Tids, qui a été revendu, enfin un super success story, quoi. Et donc, je rencontre Marc Touvenin qui me dit à ce moment-là de le rejoindre chez Regioneo, qu'il était en train de créer. Et donc, je rejoins Regioneo, qui est à ce moment-là une marketplace pour petits producteurs. On parle de nourriture, donc on parle de confiture, on parle de plats préparés, etc. Et là, il se rend compte que y a un gros chantier, donc il lance une équipe. On est tous un petit peu dispatchés comme ça en France. On est déjà en télétravail avant l'heure. Pour le coup, il avait été assez visionnaire en termes d'organisation. Et moi, je fais mon stage je fais mon stage en partie chez mes parents quand j'étais encore étudiant à Grenoble. Et puis, je pars en Écosse. Et donc, Regioneo, c'est une aventure où moi, j'apprends beaucoup sur l'UX design avec une personne qui s'appelle Jean Tristan qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et quelques années plus tard, je retrouve Marc, juste avant de lancer l'ILM. Et à ce moment-là, il me met un petit peu des doutes, c'est-à-dire qu'il me dit que ça va être très compliqué, voire impossible, que les marges ne sont pas assez élevées, qu'il faut au moins prendre 20-30% de marge, etc. Donc, ça ne remet pas du tout en question le business model, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me met une petite tape dans le dos. Moi, je le prends plutôt comme ça. Quand on me dit non, je cherche à voir comment je peux le transformer en oui, quoi. Mais finalement, Regioneo était marketplace, un côté producteur. C'était peut-être déjà l'annonce de la suite de ta vie professionnelle, non, finalement? Ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là,
quand j'avais 20 ans, je savais déjà que je voulais travailler dans des secteurs qui me plaisent. C'était pas une option en fait, enfin, c'était juste voilà ce que je veux faire. Régionéo, le projet était ultra noble. Je pense qu'aujourd'hui, il avait peut-être un peu d'avance. Peut-être dans l'exécution, il y avait des choses à revoir. Peut-être qu'en termes d'acquisition aussi, il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui pourrait tout à fait fonctionner et qui trouverait sa place dans une économie qu'on veut beaucoup plus circulaire, avec plus de bio, plus de local, etc. Donc, ce projet, en fait, j'adhérais aux valeurs et effectivement, ça se traduit des années plus tard avec l'ILM. Et explique-nous un petit peu donc, comment tu passes des bus dans ton projet d'avant aux tables basses. Alors Cyril, permets-moi de juste remettre un petit peu le contexte. On est donc, enfin voilà, là à ce moment-là, je suis à Bruxelles. Je travaille sur le projet Idébus, qui est devenu Ouibus, qui a été ensuite racheté par Blablacar, qui s'appelle Blablabus. Et ce projet-là, en fait, c'est gros projet e-commerce, projet d'envergure, grosse équipe. Et on commence à toucher un petit peu cette notion de branding. Et puis on arrive dans des réunions avec voilà, le gars qui a créé le logo SNCF, voilà, ce qui est à mon époque complètement étranger. Moi, j'ai plutôt un profil tech, plutôt market. Et on voit des gens qui se branlent sur un logo, sur une couleur pendant des jours, quoi, jusqu'à ce que ça coûte plus de 200 000 €. Quoi. Et pour nous, c'était impensable. On était dans la performance et tout le côté branding, je ne le comprenais pas en fait. Et puis, je suis passé à Genève, chez Imakina Genève, et j'ai travaillé pour un client Longines, où là, en fait, j'ai été propulsé dans le branding à travers des photoshootings, projet exceptionnel, magnifique. J'ai eu la chance de faire le tour du monde avec les équipes Longines pour photographier l'élégance locale dans des courses hippiques. Donc tu passes sur le territoire de marque en fait. Tu passes du digital à la marque et au territoire de marque. Complètement. Qu'est-ce que la marque doit véhiculer ? Qu'est-ce que la marque doit véhiculer sur un territoire avec une culture donnée ? C'est-à-dire que quand on fait un photoshooting à Hong Kong, on ne le gère pas de la même manière qu'à Louisville, aux États-Unis, là où en fait on se retrouve dans le Kentucky, sur la course hippique mythique. Et quand on est à Londres avec la reine d'Angleterre qui est présente, la course hippique qui est passée juste devant à côté, c'était hallucinant. On est en chapeau de forme et on essaye de gérer un shooting photo. Et l'idée, c'est que l'élégance locale devait être capturée différemment. Et ça, en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que c'est de la communication, mais ce n'était pas un sujet que je maîtrisais. Et là, je commence en fait à rentrer dans cette notion de création de marque et je comprends en fait tout l'univers qu'on doit développer. Et c'est là où en fait, ça me donne aussi envie quelque part de créer ma propre marque. Et donc en référence avec tout ce que j'ai appris, avec les valeurs qu'on a pu voir sur des projets comme Régionéo, je crée l'ILM, qui est à la base, au tout début, une marketplace de créateurs et qui devient petit à petit un SaaS pour les menuisiers, les ébénistes, pour les aider à aller chercher plus de projets et à aller réduire leur cycle de vente, etc. Milos, tu te rappelles de Milos ? Milos, ouais. il dit de toi sur la campagne de Longines, il savait exactement ce qu'il voulait, il nous donnait des idées claires et des directions très claires, tout en nous laissant toujours la liberté de création, ce qui démontre que c'était un vrai professionnel. C'était une super expérience avec Milos, ça c'était en Australie, à Sydney. Donc je suis allé 4 jours à Sydney, c'était à la fois hyper excitant et puis en même temps très frustrant d'être dans un nouveau continent, une nouvelle capitale et de pouvoir rester que seulement 4 jours. Et pourtant, avec ce photographe, on a eu une collaboration qui était assez fusionnelle, c'était assez rare. Mais voilà, il suffisait d'aller boire un coup avant la veille du shooting pour arriver le lendemain en mode cohésion d'équipe, c'était très drôle. Et en fait, c'était très dur en Australie parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient avec des bières. Donc on ne pouvait pas capter en fait l'élégance locale avec des gens qui étaient sans cesse en train de boire, quoi. Et donc on a eu les plus gros pochetrons, c'était l'Australie. Et donc on devait trouver des astuces pour que les bières n'apparaissent pas. Mais on ne pouvait pas faire du Photoshop, quoi. Il fallait juste bien cadrer et presque demander aux gens en fait, de poser sans poser, quoi. Moi j'ai une question hyper sérieuse. Est-ce que dans ta vie spirituelle, tu crois à la réincarnation ? Pas du tout. Alors il va falloir que tu m'expliques comment un mec comme toi, inspiré par la fin des années 1700, l'époque de Robespierre, l'époque de Napoléon, comment tu crées une boîte qui signifie les incroyables et les merveilleuses ? Alors,
Je suis scotché, explique-nous. Je vais t'expliquer. Je l'ai jamais raconté vraiment pendant un podcast. Je ne sais pas si tu connais Cyril. Toi, Gérald, tu ne le connais pas, mais Cyril, je ne sais pas si tu le connais. J'étais donc avec ma compagne. On regardait une émission historique racontée et surtout jouée par Mac Lexguy, qui est pour moi celui qui a vulgarisé la science pendant toute mon enfance, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois brillant et hors du temps, quoi. Il s'habille toujours de la même manière depuis 20 ans, il a toujours un style très particulier. Et puis là, il est costumé. Et puis, il raconte une anecdote sur la Révolution française. Il parle des incroyables et des merveilleuses. J'avais jamais entendu parler, pourtant j'aime bien l'histoire, j'aime bien me renseigner sur aussi les petites anecdotes. Et là, avec l'aide d'un petit pétard quand même, faut le dire, je me dis non mais là, les incroyables et les merveilleuses, ça fait un super anagramme en fait, ça fait l'ILM et en fait ça marche super bien. Les incroyables et les merveilleuses, c'est qui ? C'est nos artisans qui créent chaque jour des produits exceptionnels, uniques. Il faut qu'on leur redonne le pouvoir et ces artisans-là, on va les appeler les incroyables et les merveilleuses. Et pour justement créer la marque, on va appeler ça l'ILM et derrière en fait on aura un storytelling qui peut être intéressant. Moi, ce que je propose, c'est qu'on demande à Mac Lexguy, qui s'appelle, tu le sais, Olivier Lesgourg, Ah, je savais pas. qui nous appelle ou qui. Ça serait bien que tu le comptes. Non, Ah ouais, finalement. ça peut être intéressant, ouais, c'est sûr. Moi, je voudrais comprendre ton idée au départ. J'ai compris que c'était une histoire de voyage, de filles, de bois et de Michael. Et de bus. Voyage, filles, bois, Michael, et tout ça, ça donne l'ILM ? Ouais, en fait, l'ILM c'était une graine qui était là depuis longtemps. Comme je te l'ai dit, je me suis rendu compte que j'aimais le business quand j'ai commencé à raconter cette histoire de CD gravé. Je me dis mais en fait ça a commencé tôt parce que en fait je gagnais vraiment de l'argent avec ça. Je m'étais vraiment acheté des trucs. Je peux encore te dire que voilà, j'allais à la Fnac, j'avais une chaîne hi-fi qui faisait mini disque que je voyais, et je me disais non mais c'est incroyable, une chaîne hi-fi mini disque, je veux me l'acheter quoi. Et à l'époque je vendais des CD et puis je travaillais aussi avec mon père dans le bâtiment et j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gagné ma vie. Quand j'étais étudiant, je faisais des sites web. Donc j'ai toujours eu ce côté un petit peu entrepreneur et je savais qu'un jour j'allais créer quelque chose sur lequel j'allais mettre énormément d'énergie et qui allait être utile. Je voulais pas créer en fait. J'avais la possibilité de partir sur un modèle plus agence ou plutôt freelance, consulting, etc. Mais je voulais quelque chose qui ait de l'impact et à ce moment-là, c'est ce qui faisait sens dans ma vie, quoi. Et je pense que c'est là que je t'ai rencontré à l'époque de mes anciennes activités. Et c'est vrai qu'on s'était vu à une réunion où tu cherchais des fonds à l'époque. Et c'était assez clair que bon, on n'allait pas pouvoir travailler ensemble à cette époque-là parce que je pense que tu avais un niveau qui était bien au-dessus de ce qu'on pouvait t'apporter. Et ce que j'ai trouvé hallucinant chez toi, c'est la maîtrise de chaque détail, la rigueur en fait dans l'approche, dans le pitch, dans la manière de structurer et tout. Et je pense que tu m'as invité plusieurs fois à tes comités strat. Je te remercie. Et c'est toujours ce qui ressort en fait, c'est qu'on a la possibilité de donner notre avis. Tu te mets en danger pour mieux comprendre comment les gens perçoivent ton projet et pour prendre gentiment quelques claques avant de prendre l'apéro au rouge et aux sauces. Mais en tout cas, c'est vraiment un point déterminant, je trouve, dans ta personnalité. Et ce qui a en fait prolongé notre rencontre, c'est que Cyril a eu le cran de me dire on peut pas t'aider, on va servir à rien. Et j'ai trouvé ça, pour moi, ça a été le Jacadi de notre relation, c'est-à-dire que à l'époque, quand j'arrivais sur Annecy, j'étais considéré comme ex-Genevois, c'est-à-dire qui a eu un salaire supérieur à la norme française ou qui a des moyens, et donc il va pouvoir mettre de l'argent dans son projet. Et nous, on ne voulait pas mettre de l'argent dans notre projet tant qu'on n'avait pas en fait, des signes forts du marché. Et donc là, j'avais une personne en face de moi qui pouvait potentiellement me conseiller et qui me dit non, on va pas le faire comme ça. Donc j'ai trouvé ça hyper cool. Et c'est ce qui manque en fait sur Annecy, c'est des gens aussi qui sont capables de pouvoir conseiller par étapes sans sortir la grosse artillerie. Et surtout sans te faire perdre du temps, c'était un peu l'idée. Exactement, ouais. Catherine a dit de toi, Anthony, c'est un team player. Il est capable de créer des bonnes équipes. Il est pragmatique, orienté détail et orienté résultat. Tu valides ? Je suis très flatté. Catherine, on a bossé ensemble sur des pitchs qu'on a gagnés. Et c'était à l'époque le moment, pour moi, les pitchs. Donc les pitchs, c'est on répond à un appel d'offres en agence avec
le niveau le plus détaillé possible. Donc on a un budget, on a un timing, donc budget serré, timing généralement déjà trop serré, et on doit répondre à des appels d'offres. Et j'adorais ça parce que c'était pour moi le concentré d'un projet. Un projet qui peut durer 6, 8, 9 mois, 10 mois. Là, en fait, en une semaine, on doit tout donner, on doit sortir le meilleur. Et on arrivait très bien à s'entendre avec Catherine sur des choses comme ça. Elle avait la fibre commerciale et puis je pense que je l'aidais beaucoup sur la partie technique, sur la partie market et comment vendre le truc. Le mot que je trouve le plus quand je vais voir un petit peu comment tu présentes ton business, c'est le mot sur-mesure. Il revient très très régulièrement, mais fortement. C'est quoi ? C'est l'axe de toute ton approche ? Pendant un moment, ça l'était. Aujourd'hui, on se rend compte que le sur-mesure est réducteur. Donc, ça nous a aidé en fait à nous positionner comme un acteur qui facilite le meuble sur mesure. Aujourd'hui, on facilite le meuble, tout simplement. La notion de sur-mesure, elle nous a permis, je vais le reprendre, la notion de sur-mesure, elle nous a permis d'être différenciants par rapport à des industriels du meuble, qu'ils soient haut de gamme ou bas de gamme. Et quand les gens cherchaient quelque chose de sur-mesure, on était tout de suite positionné dessus. Sur une search Google, on était souvent dans les premiers résultats avec le mot-clé sur-mesure accolé aux autres mots type table. Donc on a eu en fait un effet, on s'est positionné là-dessus très rapidement pour justement avoir cet effet de, voilà, l'ILM c'est le sur-mesure. Aujourd'hui, en fait, on est en train de petit à petit gommer cette image parce qu'on peut faire de la petite série, par exemple. Et surtout, en fait, on a vocation à faire rentrer des fabricants plus tard, donc on pourra en reparler. Tu acceptes le terme usine digitale quand on parle de l'ILM ? Je ne sais pas si c'est approprié usine digitale. J'aime pas le mot usine déjà. Je trouve qu'il renvoie à une notion beaucoup trop processisée. Je pense qu'on n'est pas encore une usine. J'espère qu'on ne le sera pas. Ce qui nous qualifierait peut-être plus, c'est nous en fait on a l'impression qu'on reste des artisans en fait. On fait du digital, mais il y a des choses qu'on fait tellement à l'arrache pour aller tester des choses tellement rapidement qu'on reste des artisans en fait. Peut-être qu'on serait plus des artisans du digital qu'une usine du digital. C'est important que tu vérifies dans les chartes avec les artisans qu'il y ait une gestion de la forêt, déforestation et tout ça correctement gérée. Ça fait partie des valeurs de ton business ? Ouais, ça fait partie des valeurs auxquelles on croit. Les labels seront malheureusement en fait un petit peu galvaudés, mais on pense que malgré tout, ça permet de franchir un pas de plus dans le choix des matériaux, dans le côté finalement sourcing du bois. Aujourd'hui, le sourcing du bois, la majorité de nos artisans le font en France. On a certains artisans qui continuent de se sourcer peut-être notamment en Pologne par exemple. Et on leur en veut pas, mais ce qu'on veut, c'est que derrière, en fait, tout le monde adhère à un sourcing local, notamment des matériaux comme le bois. Dans les engagements de la boîte, tu dis gagner du temps, comparer les prix et travailler avec des ateliers de confiance. C'est toujours d'actualité ? Oui, c'est toujours d'actualité. Ouais. En fait, on est rentré beaucoup plus fort sur la notion de pricing. On se dit que notre solution, elle permet très facilement à un architecte, à un professionnel type restaurateur, gérant de boutique, qui vient sur la plateforme, il peut très facilement comparer les prix, alors qu'avant, il ne savait pas à qui s'adresser. Là, il vient, il dépose son projet de manière très simple, et nous, on lui permet de comparer les prix, comparer les offres, et surtout, derrière, on apporte du business aux ateliers, quoi. J'ai une question importante. J'ai une photo devant moi où je vois Guillaume, Geoffrey, Michael, toi, et puis il y a Laurie et Claudia. La question est la suivante. Si je suis blond et bien rasé, est-ce que j'ai une chance de rentrer dans ton staff ? Alors, il y a plusieurs personnes de cette équipe qui ont continué leur aventure, notamment des personnes qui étaient en études avec nous. Guillaume qui a lancé son projet entrepreneurial et Geoffrey qui se lance dans un tour d'Europe. Donc on a si tu es blond sans poitrine, tu peux quand même venir. Mais l'idée c'est que on s'est rendu compte à un apéro, quelqu'un nous a dit mais vous êtes les mêmes en fait. Je sais pas, c'est pas fait exprès mais. Tu sais ce qu'il dit Hicham de toi ? Il dit tu as la capacité à obtenir le meilleur de chaque membre de l'équipe. Tu es un très bon négociateur. Et tu t'assures systématiquement que la qualité de la réalisation est au niveau de ton ambition et du projet commandé.
C'est quelque chose qui est fort pour toi, ça? C'est marrant que tu t'aies pris celui-là spécifiquement parce que c'est ce qui m'a valu en fait d'être, je pense, très bon en agence, surtout d'augmenter en fait le niveau de qualité et d'augmenter la rapidité. Aujourd'hui, en fait, en startup, on doit faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on doit accepter que le niveau de qualité ne soit pas si haut et on doit sortir par exemple une nouvelle fonctionnalité sur le site sans que le niveau de qualité soit celui que j'espère. Et donc, c'est complètement différent, on renverse le mindset, c'est-à-dire qu'on doit accepter que la vitesse est l'élément le plus important face à la qualité. Ce qui était moins le cas en agence où on avait quand même des plannings qui pouvaient être confortables. Si on avait 2 mois de retard en agence, bon, on a 2 mois de retard, mais il y avait souvent peu d'impact financier. Là, la startup, en fait, on a, je sais pas, un certain nombre de mois devant nous et on sait que si on ne franchit pas les étapes, on meurt. Donc c'est intéressant que tu prennes cette citation parce que c'est certainement ce qui a été le plus compliqué pour moi quand je suis arrivé en startup. Ah ouais. C'est changer son mindset et accepter que la qualité qu'on délivre, elle n'est pas toujours au top, mais par contre, ce qui doit être le driver, c'est la vitesse. Et aujourd'hui, tu as accepté ça? Aujourd'hui, on est complètement là-dedans et chaque personne qui rentre chez nous doit savoir gérer ça. Par exemple, un développeur doit apprendre à jeter ce qu'il a fait. Ça, c'est comme si tu lui amputais d'un membre. C'est hyper frustrant pour une personne, de manière générale, de travailler sur quelque chose et de se dire que ça va être utilisé une fois et jeté à la poubelle. Je peux te donner un exemple très concret. On a développé une carte interactive pour que on n'y a pas passé des plombs, mais on a une carte interactive pour que l'utilisateur choisisse ses zones de livraison. On se rend compte qu'elle n'est pas utilisée correctement. Et donc là, en fait, on va faire un changement de design. Si le changement ne fonctionne pas, on fait sauter la carte. Donc on va jeter à la poubelle 3-4 jours de travail. Et ça, en fait, c'est pas la culture agence. La culture agence, c'est on essaie de réutiliser au maximum, quoi. Anthony, je vais te donner une phrase et tu me dis ta réaction. On y va? Les hôtels, tu sais, ils passeront jamais par ta plateforme. Bah ça, c'est un peu le driver, le trigger, le Jacadi de je pense, de toute ma carrière. C'est quand on me dit non. Encore une fois, je te dis, à 6 ans, j'acceptais pas l'autorité. Donc là, c'est pareil. Je ne conçois pas en fait qu'on me dise non sans une très bonne explication. Si c'est ton avis, pas de souci. Mais si tu me dis non, j'en suis sûr, et que tu me balances une vérité comme ça, je vais avoir à cœur de la démonter et puis de passer derrière. J'aimerais te parler d'un moment qu'on a partagé tous les deux. Je crois que c'était au bureau. Alors c'était au bureau, l'enseigne, le bureau, sans faire de pub. Et c'était un moment où tu m'as appelé pour discuter, pour prendre du recul, pour me présenter des pitchs, je crois, et puis pour échanger. On a passé 2 heures, je crois, à discuter. À ce moment-là, j'avais dans tes yeux énormément de doutes, mais clairement, je pense que tu étais vraiment en train d'aller puiser une énergie incroyable pour aller chercher des solutions. Tu me demandais un peu mon avis, mon modeste avis. En tout cas, je pense que ce jour-là, on a partagé un moment qui était assez intéressant. Est-ce que tu veux en parler un peu? Et qu'est-ce qui a ensuite été dans la feuille de route qui a suivi ce moment-là, en fait? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'appelle Cyril, je lui envoie un message et je lui dis on peut se voir. Il me dit je suis pas dispo la semaine prochaine, par contre, on peut se voir dimanche. Je crois que j'ai envoyé le message vendredi et il me dit ouais, dimanche 18h. Ok, pas de souci. Donc, merci beaucoup déjà d'avoir répondu aussi vite. Et j'avais besoin, je pense, d'un sparring partner. J'avais besoin qu'on me rende un peu les coups et qu'on m'amène ailleurs, en fait. J'étais, je pense, dans les limbes, tu vois, pour faire référence à Inception, j'étais vraiment très très loin, en fait. Je ne savais pas où on allait et on s'apprêtait à rencontrer un fonds d'investissement, Expon, au Luxembourg, qui avait mis la barre super haute et qui nous avait en fait vraiment poussé dans nos retranchements sur tout un tas de sujets. Et à ce moment-là, en fait, on n'était pas prêts, tout simplement. Donc, j'ai appelé Cyril à la rescousse pour répondre, pour essayer de dégrossir les choses le plus rapidement possible. Mon rendez-vous, c'était, je partais le lundi ou mardi, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas été bon.
on n'a pas été excellent, on n'a pas été nul non plus. Mais on n'a pas passé le deuxième tour tout simplement, quoi. Le résultat, c'est qu'il y avait 3 tours. On a passé le premier tour, on n'a pas passé le deuxième. Donc on y est allé, on a présenté. Et là, les gars étaient... j'étais pas assez préparé. Ils nous attendaient sur tous les sujets. Et ça, c'est certainement le meilleur rendez-vous professionnel qu'on ait eu chez Lilm. Cette époque-là, ça a été une suite de rendez-vous et une suite de travail sur notre positionnement, sur comment on veut présenter Lilm, comment en fait on veut bouger dans les prochains mois. On n'a plus de trésorerie en mars, comment on fait quoi? Et ça a été le début de la période la plus compliquée chez Lilm, mais en fait, si on n'avait pas eu ce rendez-vous ensemble, je me serais peut-être pas rendu compte aussi vite qu'on n'était pas on n'avait pas le niveau de jeu pour aller taper les VC européens, quoi. Donc là, on l'a su. Et ce qui nous a permis de rebondir, c'est... après, on a enchaîné avec la levée de fonds, on a réussi la levée de fonds, mais ce qui nous a permis de rebondir, c'est le changement de business model juste après. Dans ta période de jeune créateur, tu le dis et tu l'écris que tu as été accompagné par la CCI. C'est quelque chose que tu recommandes à toute personne qui se cherche, qui a besoin de... Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette période CCI? Alors, la CCI, comme toutes les organisations institutionnelles, elles peuvent apporter des choses. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on arrive à la CCI et qu'on attend en fait d'être pris par la main, ça ne marche pas. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Ils ont des bonnes formations. On a été aidé notamment sur la partie juridique avec une personne qui nous a pas mal aidé à, finalement, quand on met le doigt sur le juridique, on se retrouve à relever des points sur le business model, etc. Des détails qu'on n'avait pas vus, des choses qu'on pensait pouvoir faire et qui ne sont pas possibles, et des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on doit mettre en place. Et donc la partie juridique a été assez intéressante pour nous. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une ville comme Annecy et le digital sur Annecy, au niveau institutionnel, il n'est pas maîtrisé. Donc, on a appris ce qu'on avait à apprendre et après, on est allé chercher l'aide aussi dans d'autres organisations, quoi. C'est ça ton conseil? Venir convaincu et persuasif et prendre ce que la CCI peut t'apporter? Ouais, et puis en fait, tout simplement de se renseigner sur les formations. Il y a plein de formations. Pour le coup, ils ont fait un super programme de formation. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, il faut aller chercher dans les formations. Moi, j'ai dû en voir 3 ou 4. Honnêtement, il y a à boire et à manger. Vous m'avez dit d'être sincère, vous m'avez dit de dire la vérité. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont hyper bons et qui vont donner une conférence qui va être hyper impactante, 1h30, format court, très pragmatique. Et il y en a, je ne sais même pas en fait pourquoi ils sont là. Pourquoi on les laisse parler, quoi. Vraiment. On a perdu 1h30 dans une session où on a failli se barrer au bout de 5 minutes parce qu'on savait que c'était pas pour nous, quoi. Et en fait, on nous a dit non, mais restez, vous allez voir. On leur a dit en fait, on est sceptique, ça va pas nous plaire, quoi. Et on est resté. Du coup, on s'est marré, quoi, mais parce qu'on avait autre chose. Enfin voilà, c'était un truc de développement personnel un peu bizarre, quoi. Mais voilà, franchement, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'organisations en fait, qui essayent d'aider. Il y a Initiative Grand Annecy, il y a je ne sais pas si je dois parler des institutions annéciennes, mais il y a le réseau Initiative, il y a le réseau Entreprendre, il y a les CCI, mais il y a aussi en Auvergne-Rhône-Alpes Digital League qui commence à connecter un petit peu les gens. Donc je pense qu'il y a pas mal d'initiatives. L'entrepreneur que j'étais il y a 4 ans, j'ai pu m'inspirer de ça, mais ce qui était pour moi beaucoup plus inspirant, c'était The Family, par exemple, qui avait lancé un programme Coup d'État et qui permettait de voir toutes leurs conférences en ligne. Ça, c'était beaucoup plus impactant pour moi, clairement. Ils savaient comment... il y avait une conférence sur le pitch deck. Voici comment on fait un pitch deck. Voilà ce qu'attendent les investisseurs. Voilà ce que vous devez présenter. Si vous présentez comme ça, vous allez faire un flop. Vous avez 2 manières de présenter l'équipe. Vous pouvez la présenter avant et après. Si vous la présentez avant, c'est que vous êtes des tueurs. Sinon, vous n'êtes pas des tueurs, vous n'êtes pas connus, vous n'avez pas fait Facebook, Google et Twitter en 3 ans. Ok, mettez-vous à la fin. Et donc, ce genre d'explication qui était hyper claire, hyper pragmatique pour moi, c'est ce qui m'a permis le plus d'avancer. Donc, c'est encore disponible en ligne. Moi, je le recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer, notamment dans la tech et dans le digital, quoi. Anthony, on va passer à un moment important du podcast Jacques a dit. Tu ne peux pas sortir de la salle, tu ne peux pas partir en courant et tu dois partager avec nous et avec les auditeurs ton coup de gueule.
C'est quoi ton coup de gueule aujourd'hui? Alors, j'en avais plein. Il fallait en choisir un, parce que j'ai un esprit un peu protestataire. Non, je pense que le coup de gueule le plus constructif que je puisse en tout cas proposer, c'est celui de l'accompagnement d'un start-upper. Au moment où il a l'idée, au moment où en fait il lève pour la première fois ou la seconde fois, on se retrouve avec des très grosses disparités. C'est-à-dire que si je suis dans l'écosystème parisien, j'ai tout à portée de main. C'est-à-dire que j'ai des gens ultra compétents, j'ai des gens qui ont réussi dans des startups et qui sont capables de mentorer en fait des plus jeunes, des novices. Et j'ai aussi cet écosystème de business angel qui, ici, dans une ville comme Annecy, est global, mais qui, dans des villes plus grandes, est thématisé. On a des business angels qui sont spécialisés dans le SaaS, dans la marketplace, dans le produit. Et là, nous, en fait, on se retrouve avec un écosystème qui est pauvre et qui a du mal en fait, à s'articuler. On a beaucoup de complexes d'ego qui fait qu'on a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Et en fait, on est pénalisé face à notre startup. C'est-à-dire que dans le même domaine, lancé au même moment, je suis convaincu que nos concurrents ont pu bénéficier d'un accompagnement de meilleure qualité et donc arriver à avancer plus vite. Et donc on ne joue pas dans la même cour et ça c'est hyper frustrant. On a l'impression de se retrouver avec le problème d'une personne avec moins de moyens qui doit accéder à une école de commerce versus le fils à papa qui… et donc on a l'impression qu'on ne démarre pas avec les mêmes armes, ce qui est hyper frustrant. Et aujourd'hui on a des acteurs, on a des accélérateurs, des incubateurs qui sont inexistants sur Annecy. On a des projets qui sont dans les tuyaux, mais si les gars en fait mettent 3 ans pour lancer un accélérateur, c'est qu'ils ne sont pas faits pour accélérer les gens. C'est un peu le constat que je fais. Et au niveau des institutions, on sent que ça se bouge aussi, on sent qu'il y a des initiatives. Il y a eu un très bon recrutement sur Annecy qui a été fait avec Angélique, qui avait une très bonne connaissance de la start-up, qui avait déjà monté une start-up elle-même, etc. Donc elle arrive avec une crédibilité, une légitimité, et aussi des conseils qui sont ultra pertinents. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais globalement, en fait, on n'avance pas assez vite dans un monde où nous, en fait, on est sans cesse en train de faire des sprints vers la prochaine étape, quoi. Dans la vie d'une startup, à un moment donné, on cherche des fonds. C'est pas obligatoire, mais la plupart des startups passent par la case levée de fonds. Et honnêtement, moi, j'ai dû sortir d'Annecy. Donc, je suis allé chercher des investisseurs au Luxembourg, avec un family office, à Bruxelles, avec des business angels qui étaient hyper intéressés par notre projet. Et je n'ai pas réussi à trouver d'intérêt sur Annecy. Je n'ai pas réussi, je pense, à avoir des personnes qui soient motivées pour un projet techno comme le nôtre. Je ne sais pas si c'est le projet, je ne sais pas si c'est le timing, mais en tout cas, c'est un process qui est lourd, c'est un process qui est long. Quand un business angel en Belgique ou au Luxembourg est capable d'investir en 2 semaines, ici, il faut 9 mois. Donc voilà, c'est toujours une question de rapidité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment la chose qu'on doit avoir en tête sur Annecy ou dans d'autres villes qui sont de notre taille, c'est d'avoir des structures hyper agiles avec des gens compétents et une rapidité pour délivrer les choses en fait. Que ce soit un investissement ou que ce soit du conseil, il faut que ça aille vite. Et je peux peut-être finir une chose, tu ne comprends pas. Mais en gros, on a quand même dans le bassin annécien, on a des gens, des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont hyper bons dans leur domaine. On a des success stories sur Annecy comme Vinatis, qui est un des premiers commerces de vin en France, Snow Leader, qui est un des premiers commerces de sport de montagne et de glisse en France. On a également Milibou, qui est une référence dans l'e-commerce du meuble. On a des très grosses boîtes comme ça. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir les gens qui ont participé à cette aventure, que ce soit les fondateurs ou d'autres. Les premiers employés sont aussi souvent très intéressants. On aimerait qu'ils partagent leur expérience. Je pense que ça pourrait être intéressant pour moi, mais aussi pour les start-upers qui se lancent, les entrepreneurs qui se lancent tout simplement aujourd'hui, en 2020, 2021. Il faut que ces gens-là puissent être dans le partage. Il paraît que tu es un barjot du post-it, que tu te trimbales toujours avec tes cartons de post-it. On ne devait pas la faire chez moi et il ne devait pas y avoir des post-it parce que j'ai fait ça dimanche et ça, c'est mes post-it vie perso à organiser. Ah pardon, mais je ne l'ai pas lu. Alors Gérald, regarde, je n'ai pas lu. Il y a 30 post-it. Je ne veux pas lire. Ah non, mais c'est payer telle facture, c'est
envoyer les remboursements, parce que je ne m'occupe pas de ma vie perso. Ça, c'est un sujet. Les post-it que vous voyez là, c'est l'entrepreneur qui n'a pas géré sa vie perso pendant... Donc c'est du Scrum à domicile en fait. Et là, j'ai utilisé Scrum, ouais. Je me suis mis samedi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui performe chez Lilm? C'est quand on fait du Scrum pour développer, faut que tu te l'appliques pour toi. C'est marrant parce que d'habitude, on fait l'inverse, quoi. On applique des techniques perso pour le pro. Et là, en fait, c'est du perso, c'est des post-it, des tâches, mais ce que j'aime bien faire... Ok, donc là, tu m'as complètement... Le post-it, en fait, c'est un moyen pour nous, quand on est ensemble en équipe, pendant des war rooms, pendant notre séminaire, en fait, c'est le moyen de connecter l'équipe. Je pose une question qui peut être parfois interprétée de différentes manières. Je pose une question et en fait, on prend tous 2 minutes pour y répondre. Donc, on fait ça tous les jours, en fait, pendant la war room. Ça dure 6-7 jours. Et donc, je demande, par exemple, à l'équipe, qu'est-ce qu'ils attendent de cette war room, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendent en termes... Qu'est-ce qu'ils attendent de cette war room? Et les réponses peuvent être, j'ai envie de me marrer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connecter avec l'équipe. Souvent, on est dans des endroits plutôt confortables parce qu'on se fait chier quand même pendant 1 an. Donc, on se dit qu'on va se louer un beau lieu. Donc, on était dans l'arrière-pays, dans le Languedoc, près d'Uzès. Et donc, ouais... On utilise les post-it pour ça. Je sais pas si c'est très écolo. Du coup, on a commencé à réutiliser les post-it sur cette war room-là. Mais effectivement, c'est un moyen pour moi de... Et du coup, maintenant pour l'équipe qui s'est approprié le post-it, c'est marrant quand ils vont entendre ça, mais c'est un moyen de oser. C'est-à-dire que j'oserais peut-être pas dire les choses telles quelles, mais vu qu'on me l'a posé via un petit jeu, et le post-it étant le support, je peux répondre à des choses qui sont parfois personnelles, parfois de l'ordre de l'émotion qu'on essaie de cacher dans l'entreprise. Et ça a créé des situations folles. C'est-à-dire que le jeu des post-it, on l'a fait à la fin d'une war room, après l'apéro. C'est important. C'est-à-dire que les langues se déliaient. Et un des sales m'a dit c'est ma meilleure expérience professionnelle. Parce qu'on partage des choses. Et là, c'était ce petit bout de papier, c'était le support pour que tout le monde puisse partager ses émotions. Les émotions étaient toutes partagées. Et donc, il y a eu un espèce de courant électrique qui s'est propagé là au sein de toute l'équipe. Il faut savoir qu'on était dans une villa avec un feu qui était là derrière nous, qu'on avait... je dis n'importe quoi. En fait, le cadre était exceptionnel, était très particulier. Ce n'était pas un cadre d'entreprise. On était tous là, dans un salon, autour du feu, à partager, en fait, à débriefer de la semaine et à partager des émotions, ce qui n'était jamais arrivé en fait, à certaines personnes, parce que dans le taf, on ne fait pas ça, quoi. Et donc, le post-it, c'est l'outil par excellence pour faire ça pendant les war rooms, pendant nos séminaires. Mais je pense... mais ce qui est juste génial, c'est qu'on est rentré à ton domicile. Merci de nous avoir invités chez toi. Et le truc qu'on voit sur la vitre de ton salon, et ça mériterait une photo, c'est des post-it qui sont hyper alignés. Alors, je vais décrire ce qu'on voit. Hein. On a un papier journal posé à l'arrache et on a des post-it qui sont hyper alignés. Il n'y en a pas un qui dépasse. Posé à l'arrache, non. Non. Regarde bien. Le journal est posé à l'arrache. Mais les post-it sont au millimètre calés. C'est magique. En fait, c'est un moment. Et en fait, il y a une vraie ergonomie. L'UX, c'est là que l'UX ressort en fait aussi dans cette approche. Je me suis réellement dit, il faut pas que tu lâches la partie perso, quoi. Enfin, je vais pas souvent chez le médecin, mais du coup, j'envoie pas mes fiches de soins parce que j'avais perdu ma carte vitale. Enfin voilà, je me retrouve dans des situations où c'est un petit peu l'inception de la loose en termes d'administratif, quoi. J'arrive à avoir des mois et des mois de retard. Et là, en fait, ça a été le week-end studieux. Donc j'ai lu, ce qui m'arrive rarement de lire un roman. Et j'ai fait mon admin. Mais visiblement, le post-it est un moment important. Mais tu as un autre objet qui est un peu, qui est au centre de ta vie en ce moment? Je pensais en fait au couteau de cuisine, parce que c'est vraiment...
J'ai mis du temps en fait à connecter avec la question parce que déjà c'est compliqué de répondre très rapidement comme ça, mais le couteau de cuisine c'est celui qui m'est venu en fait très naturellement, sans trop y réfléchir, parce que depuis maintenant assez longtemps je suis passionné de gastronomie, mais je cuisine de plus en plus. Et donc le confinement m'a propulsé encore plus dans la cuisine et le côté local, etc. Donc on a eu la chance d'avoir accès à des produits exceptionnels. Je pense que je peux faire une petite dédicace à ce resto qui s'appelle le Vinistro et qui, enfin dédicace c'est un peu old school, mais c'est le genre d'entrepreneur en fait c'est deux associés qui sont hyper intéressants et qui pendant le confinement ont transformé leur resto fermé en un marché de producteurs qui a commencé avec un premier producteur, un second, un troisième et puis on avait un panier complet. Et ils sont allés jusqu'à la livraison, c'est-à-dire qu'en fin de confinement, ils arrivent jusqu'à me livrer à 10 km à la campagne pour finalement que j'ai tout dans les mains pour faire des plats exceptionnels. Donc il y a les Ferrat du Lac qui arrivent à domicile chez moi, je ne sais pas si vous imaginez le truc, Ferrat du Lac d'Annecy, quoi. Et le couteau, c'est certainement l'outil que j'ai le plus utilisé, hormis l'ordi et le téléphone, pendant le confinement. Et c'est le moment en fait où je suis tout seul. J'aime bien cuisiner seul. Et c'est le moment où je peux soit écouter un podcast. Du coup, ça tombe bien, c'est la promo des podcasts. Mais c'est le moment où souvent je peux écouter un podcast, me concentrer et un peu faire le vide, quoi. Et c'est le moment un peu où je peux réfléchir à des choses qui sont peut-être plus stratégiques. Et je sais que personne ne va me faire chier pendant la cuisine, quoi. Parce que tout le monde attend le plat derrière. Voilà. Il y a 40 minutes de cuisine, voilà, j'ai 40 minutes de pause, on va dire. Tu dis de toi, je suis épicurien par nature, je suis passionné de gastronomie et d'œnologie, et j'adore découvrir soit des nouvelles tendances de nourriture sur Instagram, mais surtout, et encore plus, visiter et découvrir des restaurants à travers le monde. Ça, c'est quand j'avais de l'argent, c'est quand j'étais pas entrepreneur. Et donc, c'est quand je pouvais. À la fin, je voyageais pour la culture gastronomique. C'est-à-dire que je suis allé au Guatemala, par exemple. Ma sœur m'a dit rejoins-moi pendant mon tour de l'Amérique latine. Et j'ai choisi le Guatemala parce que je savais qu'au Guatemala, d'un point de vue gastronomie, ça pouvait être quelque chose d'assez intéressant aussi. Et je me suis mis à cuisiner pendant mes voyages aussi. Donc, j'ai cuisiné avec les gens, en fait. Donc, j'ai fait ça à Guatemala, j'ai fait ça en Grèce, j'ai fait ça à Cuba, ce qui n'était pas facile à Cuba. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on fait ça, on rentre dans la vie des gens, des personnes qui vivent sur place. Et j'ai failli monter un restaurant aux États-Unis avec une amie aussi. Donc pour moi, la cuisine, c'est vraiment un truc qui est assez important parce que j'ai pas envie de manger de la merde. Et pour moi, la cuisine, c'est vraiment la chose qui peut être très très simple. Et c'est quelque chose qui peut être relevé à un niveau d'exception où on perd complètement la notion des sens. On a un goût qui peut être différent du visuel. Enfin bref, c'est pour moi la traduction de l'excellence dans la cuisine, c'est les grands restos, mais ça peut être aussi la mama qui fait la sauce tomate à l'ancienne, exceptionnelle. Voilà. Tu as un plat de prédilection? Tu es réputé, tes potes ils te demandent toujours, il y a un truc que tu sais faire et... Ouais, le plat signature, c'est le gratin dauphinois et le risotto asperge Saint-Jacques. Mais le gratin dauphinois, tu vois, c'est ma mère qui faisait le gratin dauphinois et qui coupait les pommes de terre en 3 mm. Et puis un jour, quand j'ai commencé à découvrir la gastronomie, j'ai découvert ce qu'on appelle une mandoline, que je ne connaissais pas. Et à la fin, tu fais des millefeuilles, quoi. Donc il faut de la patience, il faut beaucoup de crème. Et donc voilà, c'est généreux, mais c'est aussi un plat qui... je l'ai refait à Noël et la dernière fois, on nous a dit « Ouais, mais tu vas pas refaire ton gratin, ça prend trop de temps. » Et en fait, j'ai fait des lasagnes, ça a pris autant de temps. Tu vois le truc. Alors, juste une petite précision par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur l'écosystème local des investisseurs. Je sais que tu as été rapproché par Priams qui ont participé à un tour de table. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ce qui s'est passé avec Priams, c'est que à l'époque, je pitchais l'ILM tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, en fait, on était en train de finaliser la levée de fonds, on était en retard. Tout le monde nous disait qu'on n'allait pas passer l'été, on n'avait plus d'argent.
Et par contre, on touchait du doigt un concept qui était très fort et on avait un angle qui pouvait vraiment performer. Donc il y a pas mal de gens qui ont cru en nous, notamment le fonds d'investissement du Crédit Agricole, des Savoies. On a eu aussi d'autres acteurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont plutôt en Belgique, au Luxembourg. Et en fait, je pitchais l'IM tout le temps, donc à ma boulangère comme à mon notaire. Et mon notaire, qui connaît un peu plus de monde peut-être que ma boulangère, quoique, il m'a présenté, en fait, il m'a fait une introduction. Lui-même a investi, il était convaincu après 5 minutes de pitch, ce qui était un signe de confiance qui était louable. Et en fait, il me présente Priams, et très vite ça se fait avec Priams. Un coup de fil, ça a suffi pour débloquer la situation. Je pense qu'ils ont une vision stratégique qui est hyper intéressante. C'est d'ailleurs le groupe immobilier, le promoteur qui performe le plus en Haute-Savoie. Et ils ont des programmes de luxe aussi en station, ce qui collait déjà très bien avec notre positionnement. Et en plus de ça, ils ont une vision hyper intéressante sur le développement de la boîte. Ce qui n'est pas le cas en fait de tous les promoteurs qui peuvent rester encore un peu ancrés dans des habitudes old school, années 80, quoi. Sur la levée de fonds, on a eu un phénomène d'excitation qu'on a dû mettre en place et qu'on a réussi à mettre en place. Et moi, j'ai énormément de respect pour notre premier business angel. Donc, il y a eu le premier investisseur qui était le fonds du Crédit Agricole, mais on a eu le premier business angel. Donc, je me retrouve à Charleroi. Charleroi, qui n'est pas la ville la plus sexy de Belgique. Généralement, les Bruxellois, ils n'ont pas envie d'aller à Charleroi, quoi. C'est vraiment la punition, quoi. Donc, je me retrouve à Charleroi. Donc, déjà, j'arrive, la ville est magnifique. Je passe de la gare au cinéma et je dois pitcher dans un cinéma devant 100 investisseurs, 100 business angels qui sont là et qui nous attendent. On est 10 à passer, je crois. Et quand je présente, je fais une belle présentation, mais je me retrouve avec la bouche asséchée. Et je me retrouve à aller chercher ma salive pendant 2-3 minutes. Arrive le moment des questions, je prends enfin une bouteille, je bois. Et il y a un gars qui me pose une des premières questions. Et cette question-là, elle me permet de rebondir sur la fin de pitch qui était un peu moyenne, quoi. Et donc, il y a 4-5 personnes qui viennent me voir à la fin, dont lui. Et ce gars-là, en fait, il a pris le risque avant tout le monde. C'est-à-dire avant tous les autres investisseurs, au même moment que le Crédit Agricole. Mais à ce moment-là, lui, il se dit « Ok, j'y crois, j'investis ». Et c'est lui qui nous a permis ensuite d'aller chercher aussi les autres. Et voilà, merci infini, parce que sans lui, en fait, on ne serait pas là. Là où il pouvait craquer, c'est quand on allait toucher en fait la qualité de son travail, tu vois, remettre en cause la qualité de son travail. Là, en fait, si un client pouvait lui dire en gros, t'as fait de la merde, lui, il pouvait un petit peu prendre la mouche. Mais globalement, c'était le mec qu'on pensait avoir avec nous jusqu'à la seconde levée de fonds, quoi. Et il a craqué pendant le confinement. Il a craqué rupture amoureuse plus pression. Et nous, on l'a pas lâché. En fait, nous, on l'a pas lâché, on lui a laissé un peu de temps. On lui a laissé pas mal de temps, en fait. Mais en fait, on lui a laissé 1 mois de chômage technique et une semaine avant, j'ai appelé mon associé, je veux plus qu'il revienne. C'est pas une année facile, comme elle passée. On va la clôturer dans quelques semaines. Comment tu la vois cette année? Comment tu vois finir l'ILM? Et puis, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire un petit peu des previews, des overviews sur 2021 qui s'annoncent également très challenging? Alors, l'année 2020 a commencé par la structuration de l'équipe sales. C'est certainement le point sur lequel on s'est le plus planté dans l'aventure l'ILM, par des mauvais recrutements, par des mauvais choix, par aussi un manque de focus sur cette partie sales. Et donc, on a travaillé pendant tout le confinement à revoir ce process sales pour justement être meilleur. Pendant le confinement, on a eu l'occasion de confronter en fait nos employés à des situations qui étaient quand même assez exceptionnelles. Et donc, on a eu des gens qui sont partis. Ça a finalement permis de structurer l'équipe avec aujourd'hui une très très bonne équipe. Donc, le revers de la médaille, pour nous, il est quand même plutôt positif. C'est qu'on arrive à avoir maintenant la meilleure équipe pour aller à la prochaine étape qui est la levée de fonds. Donc 2021 pour nous, c'est d'arriver à asseoir ce qu'on a mis en place sur la partie sales, c'est-à-dire on a eu plus 100% entre juin et juillet de vente. On fait mieux en septembre et octobre que sur juillet. Donc les chiffres sont plutôt bons sur les derniers mois. On est
assez contents, mais on veut confirmer et on veut confirmer jusque janvier 2021. En fait, le confinement, ça a été assez particulier pour nous. On s'est retrouvés en télétravail, toute l'équipe. Comme beaucoup de boîtes, nous, on était déjà préparés en fait, au télétravail. C'est-à-dire qu'on associé, il était à Aix-en-Provence. On a 2 développeurs qui sont à Bruxelles. Donc, on était déjà organisés comme ça. On était prêts à passer en full télétravail, mais c'est juste qu'on n'avait pas les couilles, je crois. En fait, on se disait que c'était important de se voir, etc. Et on s'est rendu compte que pendant le confinement, on a été beaucoup plus efficace sur la partie produit. Donc, on a commencé un peu à se poser des questions et le confinement, ça a aussi ouvert un plus grand partage, une plus grande transparence finalement avec l'équipe. On était beaucoup plus éloignés, on ne se voyait pas, mais du coup, on devait partager beaucoup plus d'informations. Et on a décidé de rester en télétravail 3 à 4 jours semaine et d'avoir une seule journée ensemble au bureau pour notamment les Annéciens. En début d'année 2020, on cherchait cette traction qu'on n'avait pas et on cherchait en fait la formule magique pour arriver à performer auprès de nos artisans, à leur proposer le meilleur service qui allait leur servir, qui allait être utile pour eux. Et on s'est rendu compte que on n'était pas tout le temps utile avec certaines fonctionnalités. Donc on a coupé et on est allé chercher en fait ce qui intéressait le plus les artisans. Et pour faire ça, on a dû prendre des risques. On a dû vendre des fonctionnalités qui n'étaient pas encore là. On a proposé des fonctionnalités en version dégradée. L'outil d'estimation qu'on a sorti, c'est un pauvre formulaire en fait qui arrive dès la demande. En fait, l'artisan peut estimer en 1 seconde son projet. Et c'est un outil en fait qui permet de filtrer les curieux. Et on s'est rendu compte avec ça qu'on avait un taux d'acceptation des devis qui augmentait. Aujourd'hui, on a 800 demandes de devis qui arrivent sur la plateforme, contre 300 en janvier. On a doublé le nombre de projets demandés sur la plateforme et surtout, on a gagné en qualité. Et en fait, on s'est rendu compte pendant le confinement que les artisans, ils ne voulaient pas du volume, ils voulaient de la qualité. Donc, on s'est demandé comment faire en sorte de leur envoyer des projets ultra qualifiés, encore plus que ce qu'on faisait maintenant. Et donc, on a opté pour une solution qui est à la fois old school et radicale, c'est-à-dire qu'on a la meilleure personne pour faire ça, c'est un humain. Donc, on a mis une personne qui appelle chaque projet. Donc, au début, ce n'était pas possible d'appeler tous les projets, donc on a trouvé des techniques pour faire en sorte que chaque projet puisse être qualifié quand on a un doute. Donc, on a cherché où était le doute. On a demandé aux artisans, quel est votre doute? Quand il y a un budget à 1 000 €, ça ne vous plaît pas? Ok, on enlève le… Quand il y a un budget à 1 000 €, du coup, il y a une personne qui va appeler pour confirmer le budget ou pas. Et en mettant en place ça, on s'est rendu compte que ça augmentait le niveau de satisfaction des artisans. On commence à le mesurer avec le NPS, qui est quelque chose qu'on n'utilisait pas avant et qu'on savait. On savait que c'était obligatoire pour nous d'arriver avec ce métrique pour la seconde levée de fonds. Donc, on a commencé à le mesurer maintenant. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on s'est, je pense, professionnalisé à la fois sur le développement produit, à la fois sur la partie commerciale et à la fois sur comment faire rentrer en fait plus de clients, plus d'artisans sur la partie growth. Donc, je pense que 2021 va être une très belle année. On a réussi en 2020 à pointer du doigt ce qu'on appelle le product market fit dans le monde des startups, où on sent que le produit trouve sa cible et que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y trouve un intérêt, il paye pour ça et il est content. Donc, on n'est pas encore à un niveau où on a 10 de NPS, mais voilà, on tend vers ça, quoi. C'est l'objectif. On sait comment faire pour faire remonter en fait, les problèmes très rapidement. Anthony, moi, ce que je comprends avec le temps qu'on vient de passer ensemble, et je t'en remercie, c'est que toi, tu as ce profil créateur depuis l'époque des CD. Hein, ça a commencé comme ça. Mm-hmm. Et puis, j'imagine que ce profil créateur, il évolue. Aujourd'hui, tu en es où dans ton profil à toi, dans ta vie de créateur? Comment tu vis les choses? Je pense que je n'ai pas tout accompli. Je pense que j'ai envie de... L'aventure Lilm, en fait, c'est, je ne sais pas où on en est exactement, mais on en est qu'au début pour moi. Et il manque encore des étapes pour me satisfaire en tant qu'entrepreneur. Ma plus grande fierté, je pense, ça a été d'avoir créé une équipe ultra soudée qui a conscience en fait qui a conscience des problématiques qu'on affronte et qui, en plus de ça, se donne les moyens en fait pour taper ces problèmes-là. Je vais le refaire. Ouais. Aujourd'hui, on a une équipe. Aujourd'hui, ce qui me rend fier, c'est qu'on a une équipe super soudée, super solide, qui a des compétences
dans tous les domaines nécessaires aujourd'hui pour faire performer l'ILM. On a aussi des personnes qui sont résilientes. Alors on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'on a une équipe qui est capable d'affronter les tempêtes et avec beaucoup de sérénité, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des personnes qui pouvaient foncer, mais qui, au moindre coup de vent, pouvaient vaciller un petit peu. Là, en fait, on a vraiment une équipe posée, structurée, et je pense que ça va nous aider à finir 2020 et attaquer 2021 de manière sereine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui me rend fier en tant qu'entrepreneur, c'est l'équipe. Je comprends ta réponse et c'est tout à ton honneur. Tu es dans la définition de la partie groupale, la partie équipe, qui est une valeur importante du succès de l'ILM. Mais moi, je vais te reposer la question pour pas que tu l'évites. Mais toi, moi, dans ton rôle d'entrepreneur, voilà, comment tu vis toi ta vie d'entrepreneur? En fait, l'ILM, c'est une plateforme qui redonne le pouvoir aux artisans. C'est une plateforme qui permet de développer les circuits courts et de finalement consommer du meuble, mais aussi des projets d'agencement. C'est bizarre de parler de consommation, mais à grande échelle, c'est le cas. De consommer local et de consommer durable. Tant qu'on n'est pas arrivé à devenir le leader sur le marché et d'avoir imposé un nouvel écosystème, je ne serais pas satisfait. Et si j'y arrive pas, je ne serai pas satisfait, je pense. Donc voilà, notre ambition, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux ateliers pour qu'on puisse avoir le choix entre un artisan ou un industriel du meuble. Donc les deux ne sont pas incompatibles, mais je pense qu'on doit retrouver une économie beaucoup plus locale et c'est ça notre ambition. Ton ambition? C'est l'ambition de l'ILM et c'est l'ambition que je porte à travers l'ILM aussi. Ouais. C'est marrant parce que ça peut être schizophrénique. Est-ce que c'est la mienne ou est-ce que c'est Alors, ça celle fait de deux l'ILM? ça fait 2 fois qu'on te demande de parler de toi et ça fait 2 fois que tu reviens sur l'équipe. C'est très intéressant. Aujourd'hui, la différence entre l'équipe et moi, je peux pas parler au nom de l'équipe. Par contre, je peux parler au nom de l'ILM. Je suis cofondateur de l'ILM et la vision qu'on veut donner et qu'on donne au projet, c'est vraiment d'aller changer les choses en profondeur sur une économie. L'économie du meuble, mais plus largement l'économie des artisans, elle n'a pas vraiment été digitalisée. On a vu des plateformes de devis arriver. Aujourd'hui, le taux d'insatisfaction des artisans, il est hyper haut sur ces plateformes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur la réponse qui est apportée. C'est-à-dire, aujourd'hui, les entreprises de devis, elles captent le projet, elles font du volume, elles balancent le volume aux artisans et elles se rémunèrent comme ça. Elles ne se soucient pas en fait de savoir si le projet est de qualité, si le client a réellement un projet. Et donc, elles épuisent les artisans qui, eux, en fait, ont juste besoin de travailler correctement. Donc, nous, on a cherché tout ce qui posait problème à l'artisan aujourd'hui, y compris à travers ces plateformes, et on veut résoudre chacun de ces problèmes. Le plus gros problème, c'était la qualité des leads qui étaient envoyés. Et donc, notre ambition, c'est d'aller vers 100% de leads qualifiés. Merci Anthony pour ta sincérité, pour cet échange, pour cette ouverture aussi sur ce que tu as dans les perspectives, ce que tu as dans le cœur aussi avec ton projet, pour la genèse, pour le coup de gueule, pour les perspectives. Merci Gérald pour cet échange aussi et ce jeu de ping-pong questions-réponses avec Anthony. Est-ce que tu peux nous donner, Anthony, ta définition du jacadisme? Alors, c'est vous, Cyril Gérald, qui avez inventé cette définition. Donc, c'est un peu dur de vous proposer la mienne comme ça rapidement. Mais moi, ce que je comprends dans le jacadisme, c'est que vous avez noté pragmatisme, positivisme et persuasion. Moi, je rajouterais l'audace. Je pense que tout entrepreneur qui veut adopter le jacadisme, il doit aussi avoir peut-être un peu d'audace et du courage. Je pense que c'est, avec les 3 autres points qu'on a cités, je pense que c'est ce qui fait vraiment toute la qualité d'un entrepreneur. Et l'idée, c'est que ma définition, c'est la vôtre, mais enrichie de l'audace et du courage. L'audace parce que si on n'ose pas faire les choses, si on ne tente rien, si on reste dans notre coin, on ne fait rien. Et ça peut se traduire par du quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui chez l'ILM, on prend des risques constamment. Et si on les prend de plus en plus et de plus en plus vite, c'est qu'on se rend compte que ça nous permet de capter beaucoup plus d'informations, de comprendre notre business model, de comprendre notre marché et donc d'être encore plus performant. Au moment où on a été confronté à un compte en banque vide, il fallait un peu de courage aussi pour aller
essayer de convaincre la banque de nous prêter un peu plus. Ça n'a pas marché. Là, il fallait autre chose, peut-être un peu plus de persuasion. Mais le courage, en tout cas, il fallait le chercher pour aller convaincre nos familles respectives, avec mon associé Michael. Voilà, il fallait convaincre les familles qu'on allait le faire, quoi, qu'on allait passer cette étape-là. Il fallait se convaincre aussi qu'on n'avait pas de plan B et qu'on n'avait qu'un plan, c'était de passer à la prochaine étape. Donc il faut du courage, il faut de l'audace. Je pense que c'est aussi ce qui manque peut-être dans l'entrepreneuriat un peu franco-français. Merci en tout cas pour ton témoignage et on va souhaiter également un grand merci à Michael qu'on a eu en off au téléphone tout à l'heure. Merci beaucoup Gérald, Cyril de m'avoir en tout cas reçu et j'espère qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont passer par votre micro. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles.